Bonjour. Troisième partie concernant l'audition avec le juge chargé de l'enquête sur les incendies criminels de mon entreprise qui ont eu lieu le 29 et le 30 avril 2014. La pièce numéro 2, c'était le dossier qui avait été fait par les enquêteurs et je prouve par mon rapport que je viens de donner à la juge que c'est une enquête complètement bidonnée par la police, les enquêteurs, uniquement dans le but de noyer le poisson et surtout de ne pas inquiéter les commanditaires des incendies qui sont bien connus. Regardez la vidéo juste avant et j'explique pourquoi ces gens-là sont bien connus. Donc, j'explique au juge à qui j'ai donné aussi ce rapport que l'enquête a été bâclée. Premièrement, le procureur, quand il remet son rapport, fait 3 erreurs de plume graves, volontaires. 3 erreurs. Les 3 erreurs sont les suivantes. Il indique qu'il n'y a eu qu'un seul incendie, alors qu'il y en a eu 2. Il se trompe sur le nom de la société et il se trompe sur la date du premier et du second incendie. Il donne la date après. La juge m'a demandé, quand je lui ai expliqué ça, elle me dit « Mais pourquoi pensez-vous que le procureur a fait 3 erreurs? C'est quoi votre opinion ?» J'ai pas d'opinion. C'est une réalité, je lui réponds. C'est un fait. Un procureur, un professionnel, fait 3 erreurs graves où il est incompétent. Et tout le système qui a fait ce dossier est incompétent. Ce que je n'ose pas croire. Je n'ose pas imaginer qu'un magistrat et des enquêteurs soient incompétents. C'est plutôt volontaire. Ensuite, dans le début du rapport, voilà, avis de classement qui est fait le 29 avril 2015, il classe en indiquant « La personne qui a commis l'infraction dont vous avez été victime n'a pas été identifiée. Il est possible que dans votre plainte, vous avez visé quelqu'un que vous soupçonniez, mais dans ce cas, l'enquête n'a pas permis de trouver des preuves suffisantes contre cette personne. Par conséquent, il n'est pas possible de poursuivre cette affaire. Mascarade, on se fout de ma gueule. » Mais vraiment, on se fout de n'importe quel enquêteur qui connaît mon affaire et qui lit ce rapport. Il est évident que l'exécution de mes 2 incendies criminels a nécessité à chaque fois l'intervention de 5 personnes minimum. Un chauffeur qui a fait le guet, 3 personnes sur le terrain et une 5e qui reste de l'autre côté de la barrière pour faire passer les sacs remplis de cocktails Molotov. Et non une personne. C'est donc toute une organisation criminelle élaborée au préalable par des spécialistes que la police ne peut pas ignorer. C'est une équipe qui est connue à Béziers, mais on le voit dans la vidéo précédente, à partir du moment où certaines personnes de la police couvrent certaines personnes du milieu, eh bien on comprend qu'il y a des dossiers aussi incompréhensibles qui sortent. Mais le but premier, c'est bien d'étouffer cette affaire et de protéger les commanditaires. Les incendiaires, oui, mais surtout les commanditaires. Donc le procureur fait donc 3 erreurs grossières volontaires en me rendant le rapport. Il fait des imprécisions, des omissions et des erreurs manifestes. On insiste sur les moyens utilisés, avec toutefois des pistes volontairement écartées. On occulte les commanditaires. À la question « Qui a organisé, planifié, commandité les 2 incendies de mon entreprise ?» Rien. Rien. Pas un nom. Pas un soupçon. Et pourtant, la phrase de Frank Zaniski, officier de police, montre bien que tout le commissariat de police connaît les commanditaires, mais incendies. Rien. Aucune audition. Rien du tout. Pourtant, Charles Puig, le lendemain de mon premier incendie, vice-procureur, me dit de faire très attention à Christian Porte, le lendemain de mon premier incendie. Pourtant, aucune audition, toujours rien.
Avant mes incendies, je suis déjà menacé par des proches de Patrice Deville et de Christian Porte. Aucune de ces personnes ne sera auditionnée. Aucune de ces personnes ne sera mise sur écoute pour faire le lien entre les commanditaires et les hommes de main incendiaires. Rien. Toujours rien. Protection. Omerta. On voit bien que le système judiciaire protège encore et toujours les commanditaires des incendies et les incendiaires. Alors, on met bien sur écoute la zone où j'ai été incendié. Ça correspond, c'est la zone de la Devèze, l'antenne de la Devèze, où il y a, au même moment de mes incendies, 1 millier d'appels. Donc trop d'appels, rien ne peut ressortir de cette enquête. Par contre, il aurait été beaucoup plus simple de mettre sur écoute la zone de Servian et de Cazoul, lieu d'habitation des personnes que j'accuse de bien être les commanditaires de mes incendies. Ça aurait été un moyen de les innocenter et de les écarter de la piste des commanditaires. Non. La police a préféré surtout ne pas enquêter sur eux et les mettre sur écoute. Cette piste a été occultée complètement. Donc dès le début, on veut bien protéger Christian Porte et Patrice Deville dans cette affaire. Dès le début. Le procureur donne ordre de ne pas enquêter sur eux. Autre question essentielle. Qui a pu estimer que le premier incendie n'avait pas fait assez de dégâts pour revenir une deuxième fois? Et oui, ils sont revenus 2 fois. Quelle garantie ont eu les incendiaires par les commanditaires qu'ils ont dû repayer une deuxième fois pour revenir sans être sûrs d'être dérangés? De toute évidence, ils avaient l'assurance que malgré la demande de Frank Zaneski au procureur Maté, il n'y aurait aucune ronde, aucune forme de surveillance des lieux. Cela laisse supposer un contact direct d'une des personnes chargées de l'enquête avec au moins un des commanditaires de mes incendies et également un appel avec un des incendiaires. Le lien, on l'avait là, s'ils avaient voulu vraiment enquêter. Moi, je n'ai pas été prévenu, comme quoi il n'y avait pas de surveillance. Après 3 ans d'enquête personnelle, je me pose les questions suivantes. Qui a couvert les commanditaires de mes incendies et pourquoi? La juge va peut-être y répondre. Dans mon 3e livre, Autopsie d'une enquête, j'apporte un certain nombre de réponses. Je donne les liens, les motivations, le nom des personnes utilisées pour protéger les commanditaires de mes incendies, les mobiles, les intérêts communs. L'affaire de la Camargue met déjà en avant le rôle de Christian Porte. Dès l'apparition de mon 2e livre, Christian Porte, le loup, sort bien du bois. En effet, Christian Porte, qui n'apprécie pas la phrase concernant idole civique du banditisme biterrois, comprend qu'il est démasqué et que l'on sait qu'il a bien fait appel à ses amis du milieu du grand banditisme, avant, pendant et après les incendies. Pour tenter de me faire taire, Porte va initier une série de référés et de plaintes contre moi pour diffamation, et ce jusqu'à ce jour en 2017. Je révèle au TGI de Béziers le nom des commanditaires de mes incendies, ainsi que l'intention de Fabien Porte de me verser 500 000 euros. Pour que je ne parle plus de mes incendies. Rappelons que depuis mars 2015, Fabien Porte avait déjà tenté de m'intimider, puis de me menacer, puis de me faire passer à tabac. En 2016, apparemment, il change de tactique pour éviter des poursuites judiciaires contre son père. Il est étonnant que depuis septembre 2015, date de l'apparition de mon 3e livre, Autopsie d'enquête, ni le couple de ville, ni Christian Porte, ni Fabien Porte n'ont tenté de déposer plainte pour diffamation ou dénonciation calomnieuse, alors que je révélais déjà clairement le lien entre les personnes qui m'ont menacé et leurs commanditaires. 2 ans sans aucune réaction, ou pourtant je révèle tout. Maintenant, la proposition de Fabien Porte doit permettre d'auditionner les 9 personnes au courant de ce projet de négociation et de remonter ainsi aux commanditaires, donc à Christian Porte et Patrice Deville. C'est clair, c'est simple, et ça ne coûte pas beaucoup d'argent. Il est fort probable que les incendiaires ne seront jamais inquiétés.
Ce sont des petits bras. Mais en ce qui concerne les commanditaires, on peut dire qui a fait quoi. L'un a utilisé et abusé de ses fonctions et de son pouvoir de haut magistrat, en utilisant aussi son réseau de francs-maçons de merde, cette société secrète, corrompue, locale. Et l'autre, avec son fils, a utilisé ses amitiés avec le milieu du grand banditisme biterrois. Mais pas que. Il n'est pas qu'ami. Également, au commissariat, je suis étonné des questions que me pose Frank Zaneski. D'abord, sur les bouteilles, il me demande, parce que les incendies ont été faits grâce à des bouteilles de Perrier en plastique remplies de produits incendiaires avec des mèches. Il me pose la question, si les bouteilles de Perrier qui étaient sur place déjà, et si elles m'appartenaient, comme si quelqu'un qui vient incendier un paquet de matériel vient, les mains dans les poches, juste avec un bidon d'incendie. Mais il se fout de moi, ce Frank Zaneski. Il est incompétent. Ou il est de mauvaise foi. Ou il me prend pour un con. Ça, c'est possible. Comment imaginer que des types vont venir sans matériel? C'est pas des professionnels. Et là, on a affaire à des professionnels. Observation importante. Les empreintes digitales, les échantillons de tissu accrochés au côté droit du portail lors de l'escalade pour rentrer dans mon entrepôt constituent des indices majeurs qui ne seront pourtant jamais exploités. J'explique au policier Frank Zaneski qui vient, je lui dis il faut faire les empreintes, c'est bien les bouteilles, mais faites les empreintes à ce niveau-là. C'est le seul endroit qui est en 2 paliers où on peut enjamber la barrière de 2 mètres de toute la clôture. C'est le seul endroit. Eh bien, aucune empreinte ne sera prise. Il y a même là donc une volonté de ne pas trouver les incendiaires. C'est flagrant. Je suis étonné aussi que Frank Zaneski ait demandé la liste des appels entrants et sortants sans demander que Cazoul et Servian soient mises sur écoute, puisque c'est le lieu où habitent les commanditaires. Je suis également étonné que Frank Zaneski enquête sur sur mes sociétés, leur compte en banque et les statuts des sociétés. Curieux pour voir avec qui je suis associé éventuellement. Il veut connaître la liste de mes comptes en banque personnelle, plus une réquisition à Orange pour tous les appels entrants et sortants aux heures des incendies concernant mon téléphone. Bien sûr, il n'y aura aucun appel puisque je dormais. Curieux cette recherche, bizarre. Liste de mes comptes. Et également, liste des comptes de ma sœur qui vit dans le nord de la France. Que vient faire ma sœur là-dedans? Bizarre. Frank Zaneski me redemande si je suis assuré pour les dégâts que j'ai subis. Curieux. Il faut que je m'explique maintenant sur les montages de mes sociétés. Curieux encore. Il n'a pas cherché les commanditaires, mais il s'intéresse à moi, à mes sociétés, à mon argent. On s'inquiète maintenant de l'état financier de mes entreprises. J'explique à la fin de l'enquête que maintenant, on est en quel mois? On est en décembre 2014. J'ai dû cesser mes activités, que j'ai monté un dossier de surendettement à la Banque de France et que je ne reprendrai plus mes activités suite à ces incendies. En réalité, l'enquête sur mes comptes en banque et sur l'indemnisation éventuelle de mes assureurs n'a pour but seul
de savoir si l'état de mes réserves financières après ces 2 incendies me permettra de repartir professionnellement. Les commanditaires m'incendient une première fois. Ils estiment qu'ils ne m'ont pas mis à genoux. Il faut m'achever. Donc ils font revenir une équipe pour m'incendier une deuxième fois. Et là maintenant, Frank Zaleski enquête sur mes lendemains. On dirait qu'il travaille pour les commanditaires, à savoir si je suis complètement mort ou si je peux encore survivre. C'est troublant. Alors que 20 ans de travail sont partis en fumée. Je n'ai plus rien. C'est quand même étonnant tout ça. C'est bien une enquête bâclée. Résumé et question. On se contente de constater simplement les incendies. On constate, c'est incendié. De recueillir les éléments suspects sur mon terrain, c'est-à-dire les bouteilles de Perrier. On prend mes 2 plaintes, on interroge les opérateurs téléphoniques et on regarde l'état de mes sociétés, mes comptes en banque, et on clôture la recherche. Enquête est terminée. C'est tout. On ne s'intéresse pas, personne n'a été interrogé alors que j'avais signalé les différends qui m'opposaient au couple de ville, ainsi qu'à Christian Porte, qui avait utilisé des gens pour me menacer déjà. Comment se fait-il que cette affaire n'ait pas été délocalisée à Montpellier ou à Marseille, sachant que Maté couvrait le couple de ville? Depuis des années, il a laissé mon dossier en sommeil, refuse de nommer un juge. En lisant le dossier, je constate qu'il n'y a eu aucune recherche d'empreinte, aucune personne n'a été entendue, aucune attention prêtée aux menaces sur moi et ma fille par Christian Porte, ni la détérioration de mon véhicule, aucune écoute téléphonique sur des personnes nommées. Pourquoi le deuxième jour, Maté refuse de me mettre sous protection? Il y a une volonté manifeste à ne pas trouver les commanditaires de mes incendies, pourtant bien connus par la police. Maté a voulu protéger les commanditaires de mes incendies. C'est évident. J'explique au juge également l'intervention du premier magistrat de la ville dès le lendemain de mon premier incendie. Le nouveau maire de Béziers, Robert Ménard, intervient le 30 avril lors de ma première plainte. Il me téléphone directement et me demande de lui passer le policier en charge de l'enquête, Frank Zaleski, afin d'être informé heure par heure de l'évolution de cette affaire et d'avoir le dossier sur son bureau. Frank Zaleski dit qu'il doit en référer à son chef, Joss, le commissaire divisionnaire, qui, mécontent de cette intervention, en réfère à Maté, le procureur, qui en réfère à Patrice Deville. Le secret de l'instruction n'a pas été respecté. Patrice Deville n'aurait jamais dû être informé de l'avancée de l'enquête concernant mes incendies, étant lui-même soupçonné d'être l'un des commanditaires, mais jamais inquiété. Patrice Deville utilisera l'intervention du maire dans un article sur Midi Libre. L'enquête qui vient d'être rouverte, là, maintenant, doit prendre en compte tous les éléments existants, pourtant déjà nombreux, et tous les nouveaux qui s'ajoutent au dossier. Les 500 000 euros du fils, les 9 personnes doivent être auditionnées et remonter à la piste, et permettre de remonter à la piste des 2 commanditaires immédiatement, sans délai. Sans délai. Ça, c'est ce que j'explique sur l'enquête bâclée. Ensuite, je suis étonné que le juge chargé de l'enquête insiste et me demande de préciser les préjudices que j'ai subis à titre personnel et professionnel, de le chiffrer, ainsi que les préjudices moraux, familiaux, suite à ces incendies. Je suis étonné, je lui dis, je suis étonné que l'on s'intéresse à mon sort, au sort de ma famille, de ma compagne, au bout de plus de 3 ans. Je
m'interroge, je me dis, est-ce un écran de fumée ou peut-être une volonté réelle? Alors, je lui explique que le coût total de mes préjudices se monte à 2 300 000 euros. Un peu plus d'1 million d'euros pour les 2 incendies criminels. Les préjudices sur le travail, préjudices de pertes financières, les préjudices sur ma compagne, ma fille, moi, tout. C'est 1 million d'euros. Je parle des 300 000 euros concernant le brevet, mais c'est autre chose. Et je parle des 1 million d'euros de responsabilité de l'État. Car l'État a laissé un couple de magistrats et tout un réseau de fonctionnaires agir contre moi et ont laissé les commanditaires, bien connus pourtant, détruire mon entreprise. Donc l'État est bien responsable de ma situation aujourd'hui. Et donc, il faudra bien payer, que chacun paye la facture. Les commanditaires devront payer la facture des incendies, ainsi que l'État par sa responsabilité. Ensuite, elle insiste, cette personne, sur les conséquences de 12 ans d'acharnement. Je lui explique à ce juge, en présence de mon avocat et du greffier, aujourd'hui ma société a été liquidée après les 2 incendies de mon entreprise. Je n'ai plus aucune activité professionnelle. Ma fille qui travaille avec moi a perdu son emploi et par le stress et l'angoisse engendrés par cette affaire a pris 30 kilos. Depuis dépressive, elle s'est enfermée en permanence dans sa chambre et n'a plus aucune vie sociale. Sa mère a subi l'ablation d'un sein suite à un cancer déclenché en mai 2014 suite à toute cette affaire. Elle est décédée depuis le 13 mars 2017. Je tiens pour responsable les commanditaires de mes incendies, de la mort, du décès de ma compagne. Je tiens pour responsable les réseaux de francs-maçons de merde locaux qui ont laissé faire, qui ont fermé les yeux à tout ce qui m'arrivait. Je tiens pour responsable l'État du décès de ma compagne. Aujourd'hui, et je tiens bien sûr pour responsable le commanditaire principal. Aujourd'hui, pour survivre, je vends les meubles de ma maison, il ne m'en reste plus beaucoup, qui est sur le point d'être vendu aux enchères. J'ai pu retarder depuis 2 ans cette vente aux enchères. Je suis en surendettement. J'ai tout perdu. 20 ans de travail parti en fumée par les incendies criminels de mon entreprise et par ces enculés qui m'ont fait incendier. Mon avenir est bien compromis. Ma fille et moi sommes au RSA. Ça ne dérange personne. J'ai eu le temps de compter, d'additionner tous les préjudices subis. Vol de mon brevet, pression bancaire, menaces physiques réitérées contre moi et ma fille, intimidation sur mon entourage, destruction de mon entreprise par 2 incendies criminels, arrestation, incarcération, 4 actes diffamatoires. Ça ne suffit pas. Voilà tout ce que nous avons subi depuis 12 ans. Je répète ce que j'ai déjà dit à ce juge, ce que j'ai déjà dit à d'autres juges. Ma fille m'a dit avant de venir aujourd'hui, dis-leur que ma mère ne verra jamais sa fille heureuse, ni ses enfants, ni son mari, et qu'elle ne verra jamais justice se faire. Dis tout le mal qu'ils nous ont fait par ces incendies criminels et ces articles. Demande jusqu'à quand la justice va couvrir les gens qui ont détruit notre vie. Ma fille et moi, nous devons être reconnus comme victimes et dédommagés de tous les préjudices et obtenir réparation pour retrouver une vie normale et une vie normale après le décès d'une personne avec laquelle on a vécu plus de 25 ans. C'est impossible. Mais rien ne pourra réparer le décès de ma compagne et son absence, ni à ma fille. Rien, aucun argent. J'ai donné le nom de témoins qui vont être auditionnés très rapidement par le juge. Je ne peux pas vous révéler leur nom aujourd'hui, il y en a pas mal. 1, 2, 3, enfin, les 9 personnes déjà qui sont au courant des 500 000 euros que propose Fabien Porte, qui va bien permettre de remonter la pelote et de mettre en examen et d'incarcérer les commanditaires des incendies. Fabien Porte
doit être également mis en examen et mettre en préventive, et mis en préventive parce qu'il est complice des incendies et il a tenté d'étouffer cette affaire en proposant de l'argent ou en ayant indiqué à des personnes qui proposaient de l'argent. C'est du pénal. Il va falloir bien sûr interroger les personnes qui m'ont menacé, je ne les nomme pas, des policiers et gendarmes qui m'ont prêté un gilet pare-balles à chaque fois. Franck Zaneski, il va falloir l'interroger. Lui, il va falloir qu'il explique, qu'il s'explique sur le pourquoi un dossier bidon sur les enquêtes. Il est vrai qu'il est franc-maçon, je l'ai appris en 2016, par une personne de sa loge. Donc il y a peut-être une raison, là encore, le réseau maçonnique local. Jean Vernet aussi doit être interrogé. Michel M, le président du tribunal, qui va voir les gens du milieu avec Fabien Porte. Il va falloir qu'il soit aussi entendu, ce type-là. Pourtant, j'ai révélé que Michel M avait été voir les gens du milieu du grand banditisme. Il n'a jamais déposé plainte contre moi. Jamais. Fabien Porte non plus. C'est étonnant. Ensuite, qui c'est qui a... voilà, les deux personnes qui m'ont parlé de l'arme que possède en permanence Christian Porte sur lui. Les deux personnes qui me parlent de menaces et de pressions que certains concurrents de Christian Porte ont subi il y a quelques années. Les deux personnes aussi qui m'ont parlé des incendies douteux, c'est le mot, douteux des entrepôts de Christian Porte. Il va falloir aussi entendre la personne qui avait attesté que Patrice Deville avait menacé de s'en prendre à ma fille et à moi. Ce monsieur n'avait jamais été auditionné, pourtant il avait fait comment on appelle ça, il écrira de sa main une attestation. Il n'a jamais été entendu, il faut qu'il soit entendu. Un gendarme aussi devra être entendu. Oh, il y a une vingtaine de personnes qui doivent être entendues dans cette affaire. Ensuite, j'explique les liens entre les différentes personnes concernant les 500 000 euros, le milieu du grand banditisme, les tentatives de médiation, les menaces contre ma fille et moi. Je montre les liens, je ne vais pas vous les montrer. Voilà. Qu'est-ce que je pourrais dire encore? Je pourrais parler des... Voilà, ça c'est la plainte que j'ai déposée avec l'attestation confirmant que Patrice Deville a menacé de s'en prendre à ma fille et à moi. Rien, aucune audition. Toujours protégé, ce monsieur. Les menaces faites par Brigitte Deville et Patrice Deville sur différentes personnes. Christophe Dalmier, Jacques Amiel, Henri Beck, Mireille César, pression sur Midi Libre, demande à Marc Boix d'intervenir contre l'huissier, demande à la BCR, c'est l'inspection générale des impôts de Béziers, de faire 2 contrôles contre moi, à la Banque Populaire des pressions, demande à son ami Christian Porte d'intervenir contre moi. Voilà, les différents magistrats qui interviennent contre moi. Sur mon cambriolage de ma maison, il va falloir fouiller, sur la détérioration de mon véhicule, sur les 2 incendies criminels, sur les menaces faites le lendemain de mes 2 incendies, sur Christian Porte qui fait appel aux personnes du milieu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 personnes. Voilà, tout ça, il va falloir entendre tout ce petit monde. Christian Porte qui initie une série de 6 référés en faisant appel à tous ses amis francs-maçons, facilement influençables. Jean Vernet, Ortolan, Mireille César, Colette Mata, Dominique Lebel, avec l'appui d'un huissier, de Croix d'Aru, d'un avocat, Isabelle Séguier, de Raphaël Diot-Spilzer, encore un autre avocat, de Moranciani, encore un avocat. Tous ces gens francs-maçons, on est bien là dans une organisation de francs-maçons qui s'en prend à un individu
par ordre d'un autre franc-maçon qui lui fait partie du milieu du grand banditisme et le patron du milieu du grand banditisme à Béziers. On voit l'influence de Christian Porte. Tiens, là j'ai la plainte déposée contre Fabien Porte, tiens, le fils de Christian Porte, et Michel M. Plainte qui n'a donné suite à rien. Ces gens-là ont été voir les gens du milieu du grand banditisme. Il ne s'est rien passé. On voit bien, comme me l'a expliqué le chauffeur du sous-préfet, le garde du corps, que la police, certains de la police, certains du système judiciaire connaissent bien les hommes de main, connaissent bien les commanditaires des incendies, je parle que de mon affaire, je ne parle pas du milieu du grand banditisme, mais connaissent bien tous les rouages et tous les hommes clés de ce milieu maçonnique mafieux. C'est bien ça, localement, c'est ça. On voit des francs-maçons, avec des preuves. On voit le milieu maçonnique qui est là, les réseaux maçonniques, qui fricote, qui flirte avec le milieu du grand banditisme. Et qui est à la tête de tout ça? Je laisse à la juge le soin d'amener les preuves. Moi, lui, le banditisme ne m'intéresse pas, c'est pas mon milieu. Mais si celui qui protège ces gens-là est bien celui qui m'a incendié, il faudra que ce monsieur aille faire un tour en prison. Et il faudra que ce monsieur vende une partie de ses biens pour indemniser. La justice ne peut pas laisser impunie cette affaire. Je ne vais pas me laisser faire. Donc, dans ces choses, je n'ai pas pu tout dire, bien évidemment, là, dans les vidéos, puisqu'il y a des éléments que je ne peux pas divulguer pour le secret de l'enquête. J'espère que les juges nommés dans cette affaire vont aller très vite. Ça fait 17 jours maintenant que j'ai rencontré pour la première fois le 9, je crois 17 jours. Aucune personne n'a été auditionnée, malgré que mon avocat me dise que des auditions sont dans les tuyaux. Je trouve ça un peu mou. Je demande, et je l'ai dit au juge chargé de l'enquête, je demande qu'une chose, c'est que l'enquête soit aussi rapide et aussi efficace que l'on a été rapide pour me menacer dans l'efficacité grâce à un milieu mafieux et grâce à un réseau de francs-maçons. Je demande que la justice et que les juges chargés de cette enquête aillent dans l'action et rapidement, et peu importe les dégâts et les personnes qui vont être auditionnées, mises en examen et j'espère très rapidement incarcérées, même en préventive. On ne peut pas laisser des personnes en liberté aussi dangereuses que des gens qui contrôlent une partie de la ville par les affaires, mais également contrôlent le milieu du grand banditisme. C'est pas possible. Je demande de l'efficacité. La juge m'avait déconseillé de divulguer notre rencontre, mais voyant qu'au bout de 17 jours, rien n'avait bougé, j'ai décidé de faire 3 premières vidéos. Et je vous dis dès aujourd'hui que tous les 15 jours, je vais faire le point avec mon avocat. S'il y a des avancées que j'estime correctes, je ne ferai pas d'autres vidéos en attendant le résultat. Si j'estime que ça ne va pas assez vite ou que l'on occulte des pistes, je vais faire une petite vidéo où je parlerai de certaines choses pas très avouables par certains notables. Certaines choses financières, mœurs et plus. Je parlerai
de certaines soirées, de nouveau, j'en avais parlé dans le bouquin, mais j'en reparlerai, de certaines soirées de libertinage, et ensuite certaines soirées sadomaso où on retrouve des notables, et où il n'y a pas que des adultes consentants, et où il n'y a pas que des adultes. J'ai les sources des personnes qui fournissent certaines personnes autres pour participer à ces soirées, qui ne sont pas volontaires. Je suis prêt à salir certains notables, à révéler certaines affaires qui ne me concernent pas, si mon affaire n'avance pas assez vite. Je suis prêt à tout. Pour la mémoire de ma compagne et pour montrer à ma fille que je me bats. Donc je suis calme, mais je vais révéler des choses si mon affaire n'avance pas assez vite. Je l'ai déjà dit dans des SMS, tout ça. Je fais toujours ce que je dis. Avec un peu de retard si j'estime que c'est nécessaire. Mais je fais toujours ce que je dis. Et tout ce que je dis est toujours confirmé. Donc, je peux parler de l'entreprise, comment on pourrait parler? Je pourrais parler de l'entreprise, la grande surface de Servian. Je pourrais révéler les faits de fraude fiscale, financière de certaines personnes. Je pourrais, avec bien sûr les personnes qui me confirment tout ça. Je peux parler de beaucoup de choses. Donc j'espère que l'enquête va aller assez vite, même très vite. Ça fait 38 mois maintenant que j'ai été incendié. Ça fait plusieurs mois que ma compagne est décédée. Je n'ai plus de moyens financiers. Ma maison va être peut-être vendue aux enchères courant septembre, puisqu'on a réussi à reporter. Je rappelle aussi que Fabien Porte et Christian Porte, qui me poursuivaient encore récemment pour des affaires de diffamation, leurs plaintes sont bloquées jusqu'à ce que l'enquête des incendies ait abouti. Donc ils ne peuvent plus m'emmerder. Par contre moi, je peux toujours révéler des choses sur eux. C'est ce que je vais faire. Sur leur société, sur leurs amitiés, sur leurs actions, sur leur enrichissement, sur plein de choses, et sur leurs amis, tout autour d'eux. Vous voyez Christian Porte, je vous parle là, celui qui m'a incendié, celui qui a menacé, celui qui a utilisé des hommes de main contre moi. Vous avez vu ce que j'ai fait et ce que j'ai pu découvrir sur le couple de magistrats de ville. Sachez que sur vous, je suis en train de faire pareil. C'est une réalité, vous le voyez. Je parle de plus en plus de vous. Je vous vois parce que je ne tutoie que les amis. Votre ego a fait que vous êtes mis en avant dès le mois de mars 2015. En tentant de faire des référés contre moi, pour protéger tout d'abord le couple de ville, mais vous avez cru que vous pouviez faire n'importe quoi. Mais vous n'imaginiez pas que je pourrais découvrir tout ce que j'ai découvert sur vous. Vous n'imaginiez pas que je puisse mettre en péril les ambitions de votre fils, qui avait le projet d'être le président de la Chambre de commerce de Montpellier. Vous n'imaginiez pas que je pourrais empêcher en 2020 que votre fils soit le nouveau maire de la ville, ambition ultime que vous avez, c'est votre rêve. Vous n'imaginiez pas que j'irais fouiller dans vos poubelles. Vous n'imaginiez pas que je ferais le lien entre le milieu du grand banditisme et vous, et vos réseaux maçonniques corrompus que vous utilisez contre moi et contre d'autres. J'ai envoyé déjà, je parle toujours à Christian Porte,
une récompense à toute personne qui me fera encore aujourd'hui des révélations sur Christian Porte, sur des menaces qu'ils auraient pu subir par Christian Porte ou ses proches. Christian Porte, je ne vous lâcherai pas tant que vous n'aurez pas été inculpé pour les incendies criminels que vous avez organisés contre moi. Vous avez plusieurs enfants. Le seul qui est intervenu contre moi, c'est Fabien Porte. Vous voyez, je ne parle que des personnes qui font des actions contre moi. Vos deux autres fils, je n'en ai jamais parlé. Donc vous voyez que je ne m'en prends qu'aux gens qui s'en prennent à moi ou à ma famille. Donc, je ne peux pas respecter un type qui utilise des intermédiaires pour me menacer ma famille. J'estime que tu es... Allez, je vais te tutoyer maintenant. On a parlé 10 minutes. Que tu n'es qu'une grosse merde. Un type qui ose utiliser des intermédiaires pour menacer une famille, des gens, détruire une entreprise, ce n'est qu'une fiotte. Donc je dis, sur Internet, Fabien Porte est bien une fiotte. Une merde. Tout ça parce que tu as réussi à avoir de l'argent grâce à tes méfaits, grâce à ton organisation. Tu as détruit aujourd'hui ma vie, ma famille et mon entreprise. Je ne vais pas te lâcher. Et je révélerai jusqu'au bout, jusqu'à ce que je sois reconnu comme victime par la justice, je révélerai toutes tes malversations. Voilà. Fabien Porte, ton fils, il a cru te protéger. Mais il ne t'a pas protégé. Voilà, donc je vais continuer et à fouiller dans les poubelles de la famille Porte, surtout de Christian Porte et de Fabien Porte en second, mais surtout Christian Porte. Et des casseroles, tu en as. Sur 40 ans, tu en as beaucoup. Et tu sais, ce n'est pas les ennemis qui parlent. Ce sont les anciens amis que tu as déçus, que tu as vexés, que tu as trahis. Voilà. Aujourd'hui, je reviens sur l'enquête qui est ouverte par les juges chargés de trouver les commanditaires des incendies. Je suis prêt à oublier une partie des proches qui ont été utilisés. Je demande à la justice qu'une chose, c'est être reconnu, ma fille et moi, comme victime, être indemnisé et passer à autre chose. Il faut au moins qu'il y ait un commanditaire qui soit mis en examen et écroué. Un. Donc qui va se sacrifier? Mais il en faut un. Christian Porte, Patrice Deville, ça m'est égal. Mais il en faut un. Et que je sois bien sûr indemnisé. Et que je puisse passer à autre chose. Voilà. Je dis aussi que je fouille toujours dans les poubelles de la famille Deville. Je n'ai pas arrêté. Voilà. Aujourd'hui, c'est terminé. Donc, tous les 15 jours, je reviendrai et je raconterai, si nécessaire, des choses. Au revoir.